Bon, je sais, en général, quand quelqu'un parle de spiritualité, le réflexe, c'est pas de se dire qu'il va vous parler de l'URSSAF. En fait, c'est même carrément totalement séparé dans les discussions. La spiritualité, en général, on va vous parler d'exercices de respiration, de faire le vide mental et je ne sais quoi. Et pourtant, il y a bien un lien entre les deux. Puisque la spiritualité vise à se libérer et en fait à se libérer tout court. On peut discuter de se libérer de quoi. Mais là, pour le coup, moi, je soutiens que actuellement, je précise bien que je ne fais pas une généralité historique ou je ne sais quoi, mais actuellement, la force, je dirais, antispirituelle, donc qui nous aliène, qui nous rend étrangers à nous-mêmes, c'est la bureaucratie. Bureaucratie kafkaïenne, qui détruit le sens, qui fait faire des choses ineptes. Et c'est le sujet de cette vidéo. On m'a envoyé, dans les vidéos à commenter, celle-ci. Alors, certes, la personne ne parle pas de spiritualité, elle a juste sa vie normale, c'est pas le sujet. Hein. Mais pour moi, ça fait partie du combat spirituel, qu'on soit enfin qu'on se dise spirituel ou pas en fait. Et là, c'est tellement ubuesque, mais tellement euh, symptomatique de notre époque, de cette force d'aliénation. Au départ, je voulais juste parler de cette vidéo, mais en fait, il y en a tellement tous les jours, donc j'ai fait une petite compile des choses qui se passent en ce moment. Et avant de mettre l'extrait, il y a un des membres du groupe Telegram, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé cette vidéo. C'est vraiment un coup de poing. C'est pas la première fois que je vous parle de bureaucratie, et d'ailleurs, c'est suite à mes interventions précédentes qui m'a envoyé cette vidéo. Donc elle dure 1 heure. Donc c'est un professeur en Chine, un professeur d'histoire en Chine. Il développe une thèse comme quoi les empires, les sociétés finissent par mourir étouffés par leur propre bureaucratie. Et sa théorie euh, globale, hein, pas que dans cette vidéo, est vraiment très très intéressante. Mais là, ce qui est encore plus frappant, c'est qu'il donne des chiffres, par exemple. Il montre le nombre de managers et d'administrateurs. Alors, il donne plein de chiffres. Hein. Là, je vous en mets un sous le nez, mais dans l'administration fédérale. Ici, voilà, c'est la courbe des enseignants d'un côté et des administrateurs des universités de l'autre côté. Et en fait, ce genre de courbe, on les retrouve partout, y compris dans le monde hospitalier. Il a une courbe quelque part. Voilà. Physician, c'est les médecins, et ça, c'est les administrateurs. Et regardez, depuis les années 90, bon, même avant en fait, hein, mais depuis les années 90, les dépenses aux États-Unis de santé augmentent, pas parce qu'il y a plus de médecins, parce qu'il y a plus d'administrateurs, de managers, de paperasse en fait. Et quand vous rapprochez ça avec cette histoire dramatique, donc ce jeune homme a tué un PDG d'une société d'assurance maladie aux États-Unis. Et en fait, ça a fait la une à une époque, et en fait, pour beaucoup, il est devenu un héros. Parce que précisément, c'est ça qui se passe. Le coût de la santé explose alors que la qualité des soins ne suit pas. Parce qu'il y a une gangrène bureaucratique qui se développe dans toutes les grandes entreprises ou les administrations publiques. Donc là, cette longue introduction pour que vous compreniez, pour que vous ayez le contexte de ce que je vais vous montrer là. Ici, donc c'est un chef d'entreprise. Je vais pas mettre toute la vidéo, mais bon, voilà, il est aux prises avec l'URSSAF, il les met au tribunal, et attention, il les met au tribunal pénal pour, voilà, là c'est pas marqué, mais c'est tribunal pénal pour escroquerie en bande organisée. Et en fait, il est d'autant plus en colère et violent dans sa réponse que c'est quelqu'un qui a toujours payé rubis sur l'ongle ses cotisations, qui a jamais rien contesté, bref, il a fait tout ce qu'on lui demandait. Et il a subi une injustice, mais juste hallucinante. Une injustice bureaucratique. Et si vous ne le connaissez pas, il y a ce film. C'est le sujet de ce film. Brasil, de Terry Gilliam. Un film absolument génial, qui est un peu bizarre, mais un peu dérangeant, mais qui est génial. Que je vous invite à voir si vous êtes cinéphile. Donc je mets quelques extraits. Ouais, salut les amis, je vous explique un truc, vous êtes pas prêts. Alors moi je suis chef d'entreprise, vous le savez pour ceux qui me suivent. Voilà, j'ai une entreprise depuis 12 ans avec des salariés. Et puis
Alors nous, on paye nos charges sociales Rubis sur l'ongle depuis 12 ans, 13 ans bientôt. Hein, donc on est en prélèvement en plus, donc jamais en retard, etc. Ça a toujours été payé. Et puis il y a quelques mois de ça, on reçoit un courrier de l'URSSAF. Bonjour, vous devez 350 euros. Bon, alors c'est pas l'histoire des 350 euros, on en a rien à branler de 350 euros. Mais je dis c'est bizarre. On est en prélèvement et nous on fait tous nos bulletins de salaire sur le TZ. Le TZ, c'est un service de l'URSSAF complètement gratuit. Donc à la fin du mois, vous envoyez tous les salaires nets de vos salariés en euros. Et eux, automatiquement, ils vous génèrent tous les bulletins de salaire et les charges qui vont avec. Ils vous envoient tout, les bulletins de salaire et le bordereau de charge. Et c'est un service de l'URSSAF. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est eux qui calculent les salaires et les charges. D'accord ? Ouais, il n'y a pas d'erreur. Donc là du coup, le litige, c'est mais pourquoi vous nous dites qu'il y a 350 euros qu'on doit payer? Donc après, en fait, l'URSSAF ne sait pas. Donc ils vont chercher, et là ils découvrent entre guillemets. Donc en fait, ils lui disent, oui, c'est un arriéré de 2019. Sauf que les arriérés de l'URSSAF ne peuvent pas remonter à plus de 3 ans. Donc en fait, c'est pas légal ce qu'ils disent. Et je peux vous dire, j'ai déjà été aux prises avec l'URSSAF, c'est juste hallucinant en fait. On se dit, mais ils y comprennent quelque chose à ce qu'ils font là-bas. On dirait qu'ils sont tous stagiaires en fait. Dès qu'on pose une question, ils savent pas répondre. Ils appellent un autre qui sait pas répondre non plus, qui va en chercher un autre. En fait, c'est bon, l'impression que ça m'a fait d'amateurisme. C'était bon, et ben du coup, je suis pas tellement étonné de la situation. Donc maintenant, je vous mets la suite parce que c'est quand même. Donc après, il appelle. Non, pardon. Il y a euh, la chef, j'en sais rien, la directrice de je sais pas quoi du service de l'URSSAF, qui l'appelle. Parce que, ah bon, vous voulez nous mettre au tribunal. Donc je vous mets la discussion. Vous allez voir, c'est quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose, madame. Ça fait 5 ans enfin, ça fait 12 ans que la société existe. Ça fait 12 ans que les charges sont payées rubis sur l'ongle. Oui. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on est en prélèvement. Donc, on peut pas nous envoyer des majorations alors qu'on est en prélèvement. Hein? Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que ces fameux 350 euros qui forment le litige nous ont conduit à vérifier toutes les cotisations URSSAF sur votre site. D'accord? Donc, pas chez nous, hein, sur votre site. Et les prélèvements qu'il y avait en face, ainsi que sur le site du TZ, tous les bordereaux de charge qui sont générés depuis 5 ans. En mettant en face tous les bordereaux de charge depuis 5 ans sur le site du TZ, et les prélèvements qui sont en face, et je dis bien depuis 5 ans, ma chère madame, vous avez prélevé quasiment 3000 euros de trop. C'est juste hallucinant. Donc, l'URSSAF lui demande un arriéré de 350 euros qui n'existe pas, pour lequel en plus il reçoit une majoration de 10%, parce qu'il n'a pas payé à temps, alors que tout est automatisé. Hein. Le truc complètement normal. Donc là, il se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc il vérifie les comptes, et là, il se rend compte que l'URSSAF, en fait, pendant 5 ans, lui a surfacturé plein de trucs. Et que le total se monte à 3000 euros. Donc en réalité, c'est à presque 3000 euros. Donc en réalité, c'est l'URSSAF qui devrait faire une correction dans l'autre sens. Ah, désolé, on a trop ponctionné, on va vous rendre de l'argent. Eh ben non, c'est l'inverse qui se passe. Donc là, il est un peu vénère, hein, on peut comprendre. Donc je vous laisse écouter la suite. Et vous nous demandez 350. Donc vous expliquerez au tribunal comment vous prélevez 3000 euros de charges en trop face à 5 ans de bordereaux TZ qui sont en face sur le site. C'est malheureusement mathématiquement impossible. Ok, je prends note. Désolé. Je prends note. La phrase. C'est tellement... c'est la phrase bureaucratique par excellence. Hein. Je suis paumé, je sais pas quoi répondre, donc je prends note et je vais aller vérifier tout ça et puis je vais revenir une fois que je serai armé pour vous répondre. Donc en fait, voilà, elle a pas de réponse. Malgré nos courriers, hein, ma chère madame, malgré nos courriers, la saisie du médiateur. Donc comme il n'y a pas de discussion... Oui, c'est pour ça que je vous ai appelé aussi. Oui. Échanger et voir un peu les réponses qui vous ont données, qui vous ont été données. Et là, moi, j'ai demandé à mes collaborateurs de... Les réponses qui sont données par le médiateur et vos collaborateurs sont tout simplement ubuesques.
Donc ça, il décrit dans la vidéo. En fait, ils savent pas. C'est ce que je vous disais. Et j'ai eu la même expérience. Hein. Alors, Ubuesque. C'est le mot, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. l'idée, c'était également qu'on puisse rééchanger avec vous, justement, pour bien s'assurer qu'on vous avait donné les bonnes réponses et que, voilà, moi, j'ai redemandé Ben, à mes moi, je veux collaborateurs de bien des faire. réponses, mais quand je... Donc là, je vous explique. Hein, c'est oui, on a fait une grosse boulette. Alors, elle peut pas le dire parce que c'est une conversation enregistrée. Il la prévient avant. Mais donc l'idée c'est oui, je peux pas vous dire qu'on a fait une grosse boulette, mais ouais, je viens négocier, je viens essayer de négocier le truc. Alors le mec en face, bon voilà, vous avez compris, vous voulez négocier, mais quand on vous a demandé de négocier, parce qu'il y a eu plein d'allers-retours, du genre mais vous êtes trompé, et à chaque fois c'était fin de non-recevoir en fait. Il faut les envoyer au tribunal pour que là ils se disent ah oui peut-être que on a un petit peu exagéré. C'est comme ça que ça marche. L'administration, hein, le service public, hein, ça veut dire quelque chose, service public, hein. Je mets 5 années de bordereaux de Thésée générés qui sont sur le site du Thésée, donc c'est même pas les nôtres, hein, c'est généré par le Thésée, donc c'est votre centre, hein, il appartient à l'URSSAF. Et qu'on met en face les prélèvements sur 5 ans. En plus, je vous le répète, sur 5 ans, vous nous devez quasiment 3000 euros. Donc parce que une fois, vous prélevez 50 euros de trop, parfois 2 euros de trop, parfois 4 euros de trop, parfois 200 euros de trop. Et puis sur 5 ans, ça fait 2700 euros. C'est extrêmement grave, attention. Hein. Donc en fait, moi j'ai mis le nez à cause de ces 350 euros, on a repris tout et on a mis le nez là-dessus. Et quand j'ai mis le nez là-dessus, je me suis dit que c'était extrêmement grave et j'ai immédiatement demandé à mon conseil de saisir le TAS. D'accord. Donc, votre conseil a saisi, c'est ça? Oui, ça y est, c'est déjà fait. D'accord, j'ai pas eu connaissance. Bah vous allez recevoir bientôt, là, ça va pas tarder. D'accord, ok. Bon, bah, je le marque. Qu'est-ce qui vous a amené à m'appeler là? Ouais, alors ça, ce morceau-là, il est pas mal aussi, écoutez bien. Oh, c'est en fait, on a vu vos vidéos, hein, tout simplement, et puis à Ah partir oui, de vous là, avez nous, vu ma vidéo qui a fait 8 millions de vues pendant 48 heures, c'est pas mal. Et voilà. Donc voilà comment ça se passe. Encore une fois, hein, ces administrations qui nous piétinent, alors que ben, là, c'est quand même quelqu'un qui travaille. Ça devrait être respect total. C'est grâce à ses cotisations que le reste du pays tourne. Hein. C'est grâce à son travail et à ses cotisations. Donc elle devrait être à plat ventre depuis le début. C'est pas l'inverse. Alors que on est face à des administrations agressives pour lesquelles on a très peu de recours. Là, c'est un chef d'entreprise, pas de bol pour elle. Il a les moyens de se lancer dans ce genre d'aventure. Et là, en plus, il sait que il aura gain de cause. Mais la plupart du temps, c'est plein de petits tracas pour lesquels on peut rien faire, parce qu'on va pas aller au procès, risquer je ne sais combien, alors que on n'a pas la garantie à la fin. Et puis pour récupérer quoi? Pour récupérer 15 euros. Donc voilà, là, ça s'est accumulé sur 5 ans, vous voyez. Donc, et j'insiste. Les démarches spirituelles, en général, c'est toujours, il faut aller travailler ses émotions, se pacifier, travailler le détachement, etc., etc. Ben, oui, parfois. Mais là, non. Là, il faut faire l'inverse. Au contraire, là, il faut cultiver ses émotions et les utiliser pour agir. De mon point de vue, en tout cas. Là, si vous faites l'inverse, si vous vous mettez à méditer et vous dire je vais observer mes émotions pour les dissoudre ou je ne sais pas quoi parce que c'est mon ego bidule truc, bah pour moi vous faites l'inverse d'une démarche spirituelle dans ce cas précis. Hein. Je dis pas que dans d'autres situations ça se justifie. Donc voilà, je vous montre une autre situation. Pareil, exactement. Le même Beans, c'est pas des gens qui sont dans la spiritualité, c'est des gens qui sont dans la matière. Bon, moi, je suis, si vous voulez, pour simplifier, je suis moniste. Il n'y a pas de différence entre la matière et le spirituel. C'est les deux facettes de la même chose. Travailler la matière et travailler sa spiritualité, pour moi, ça peut, c'est pas forcé, mais ça peut être la même chose. Et pour moi, c'est la même chose. Quand je fais du sport, je fais aussi mon travail spirituel. Quand je suis sur les tatamis, bon, je peux pas demander à mes élèves de venir témoigner, enfin s'ils ont envie. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous garantis que ce qu'on fait, c'est spirituel, alors qu'on est dans le combat. Bref, donc là, je vous montre une autre situation. D'écrasement par l'administration. C'est la même chose.
C'est la dernière fois que les CRS utilisent dans une propriété privée la force. Car nous Voilà. aussi, chez nous, on sera capable de se défendre, et s'il le faut, par la force. Et c'est pour Donc là, en fait, le litige, donc ce sont les agriculteurs. Il y a une épidémie en ce moment. Et l'État demande à abattre toutes les bêtes, même celles qui sont pas malades. Donc évidemment, bah, les agriculteurs, ils sont pas contents, c'est leur gagne-pain, vous comprenez bien, décret venu d'en haut, des gens qui sont pas sur le terrain, en plus ils ont fait vacciner leurs bêtes. Bon, bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. Je pense que s'ils se mobilisent, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. Ce sont des gens de terrain, et ils ont autre chose à faire que d'aller devant la préfecture. C'est des métiers qui demandent beaucoup, donc c'est qu'on les pousse à bout. Et là, en plus, donc, je suis pas un spécialiste des lois, mais j'ai l'impression, en tout cas en écoutant le monsieur là, que envoyer des CRS dans des propriétés privées, c'est pas leur rôle premier. Hein. S'il y en a qui s'y connaissent mieux en loi que moi, je veux bien un fact-checking là-dessus, mais voilà. Je suppose que la police, elle a le droit, mais les CRS, c'est des forces de maintien de l'ordre dans l'espace public, si j'ai bien compris. Bon, bref. En tout cas, c'est soit vous abattez votre troupeau, soit on vous envoie les CRS pour vous cogner dessus. Et je mets un autre témoignage juste à la fin. Donc, moi, je mets en exergue juste certains points. Je mettrai les vidéos en lien parce que je pense que ça vaut le coup de comprendre un peu les enjeux. J'avais déjà parlé précédemment dans une vidéo de la colère paysanne. L'enjeu actuellement, c'est la souveraineté alimentaire. Hein. Donc je ne refais pas le speech, mais je vous dis que c'est pas du tout anodin tout ça. Hein. On est obligé aujourd'hui de négocier, d'exporter des animaux qui sont vaccinés pour permettre la sauvegarde du cheptel, l'avenir de nos élevages. Les éleveurs se sentent soutenus par l'État et non pas opprimés comme ça l'est aujourd'hui. Voilà. Que les éleveurs se sentent soutenus par l'État et non pas opprimés. C'est que, en fait, là, l'État est le relais, on va dire, d'une idéologie qui broie la petite paysannerie. Probablement qu'il y a eu une décision politique prise on ne sait où par un trait de plume. Mais là, ce sont des gens de terrain qui vous disent « Mais non, votre truc, ça va pas ». Et je vous montre d'autres exemples. Alors là, c'est Fabrice Epelboin. Bon, Fabrice Epelboin, pour moi, c'est un ovni. À chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais c'est bizarre, il est journaliste, pourquoi il dit la vérité? C'est pas ça, c'est pas ce que font les journalistes. Oui, vous avez compris, je suis sarcastique. C'est ce que devraient faire les journalistes, mais c'est ce qu'ils ne font plus. Et lui, c'est le dernier que je vois qui dit les choses sans essayer de les enrober, machin. Donc là, je rajoute une petite couche. Voilà, c'est sorti 5 décembre. C'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est quasiment tous les jours ce genre de news. Donc là, j'en profite, je fais une petite salve pour décrire un peu l'ambiance générale. Hein. Donc il y a les chefs d'entreprise, il y a les agriculteurs, mais il y a aussi des analystes. Hein. Et puis enfin, on a une machine administrative qui est devenue complètement folle en France, protubérante et totalement délirante. Et ça, s'il y a bien un truc qui pourrait être effacé en large partie par l'IA, c'est bien ça. Il faudra passer par une crise intense. Mais on n'est pas vraiment à la grille d'une crise intense en France. On a un énorme problème de dette. On a une forme de, non pas d'instabilité politique, mais de léthargie politique. Ouais. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'administration française, qui est pléthorique, parce que le pays a fait le choix du secteur tertiaire, et il dit que l'IA risque de balayer tout ça. Parce que ça pourrait remplacer une bonne partie des administrations qui, en fait, comme je viens de vous le montrer, sont devenues beaucoup trop importantes. Je ne suis pas en train de dire il ne faut aucune administration. Je dis juste là, en fait, c'est devenu du gros n'importe quoi. Et encore une fois, allez voir cette vidéo, vous verrez que c'est un phénomène historique qui est même pas propre à l'Occident en ce moment, mais bon, voilà. On est en plein dedans. Par contre, moi, mon gros doute, c'est qu'on pourrait se retrouver avec l'inverse, c'est-à-dire une administration publique ou d'entreprise qui utilise l'IA, non pas pour faire mieux son travail plus efficacement, mais pour au contraire solidifier son emprise sur les populations. C'est pour ça que pour moi, voilà, j'ai fait une petite mise à jour, pour moi, je mets dans les menaces existentielles, parmi les plus dangereuses, puisque celle-là, elle est en train de se déployer actuellement, les dystopies bureaucratiques.
les peurs de la super IA alors qu'on n'est même pas en capacité d'en créer une. Bon voilà, vous avez compris, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme disait Chirac. Donc là, ça, c'est en train de se dessiner. Hein. Aujourd'hui, les deux grosses menaces, alors il y a le réchauffement, mais c'est pas tout à fait à court terme. Le cloaque comportemental, on y est, et les dystopies bureaucratiques, on est à la veille de ça. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce qu'après, encore une fois, j'insiste, vous pouvez peut-être développé votre spiritualité là maintenant, mais si vous vous souciez un minimum des générations ultérieures, ben, une fois qu'il y aura mis en place une IA qui prendra, la place de la divinité dans la société, avec une bureaucratie clergée, ben, je peux vous dire que la spiritualité, vous pourrez faire une croix dessus. Hein. Et même à titre individuel, ça sera très dur. Et je vais en terminer là-dessus, mais bon, celle-là aussi, elle est pas mal. Donc, il y a la Commission européenne qui veut sanctionner Elon Musk, parce que Elon Musk ne se plie pas, en fait, à la censure de la Commission européenne. Et elle veut censurer Twitter. Alors, évidemment, elle va pas dire on va censurer Twitter. Donc, c'est enrobé dans du discours orwellien, avec du double langage. Donc, on va dire oui, mais non, c'est de la modération. Je sais plus quel ministre disait, c'est pas... Oui, il y a free speech, mais pas free reach. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ça sera pas diffusé à sa juste valeur. Hein. Alors, ce qui est quand même assez marrant, marrant entre guillemets, c'est que du coup, c'est les États-Unis qui disent non, là, pas touche. Qui défendent la liberté d'expression en Europe. Et on en est là, quoi. Et on a Michael Sellenberger, qui est un journaliste. Il dit, oui, vous dites que c'est pas à propos... Je cite parce que c'est vraiment très bien résumé. Oui, vous dites que c'est pas à propos de la censure, c'est la modération de contenu. Mais si, c'est de la censure. C'est juste que c'est de la censure par proxy. Il dit, c'est juste une arnaque. Et il dit, le pire, c'est que ça a été révélé déjà par les Twitter Files. Donc... Le fait que Elon Musk ait racheté Twitter a déjà révélé que c'était bien en place ce genre de système. C'est-à-dire, la modération, en fait, se fait à travers des ONG qui sont désignées par l'État comme étant responsables de la modération. Et évidemment, vous avez compris, vu qu'ils choisissent qui va être censeur, c'est pas les gens eux-mêmes, c'est pas la communauté elle-même, ou c'est pas une IA qui est neutre, voilà, ça plaît pas à la démocratie avec des gros guillemets, ou aux démocraties avec des gros guillemets européennes. Alors que, objectivement, on peut reprocher à Musk d'être biaisé et tout, mais objectivement, c'est pas le cas. Le Grok est l'IA la moins biaisée politiquement dont on dispose aujourd'hui, et c'est le meilleur système pour réguler les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, on peut pas tout laisser dire sur les réseaux sociaux. Là-dessus, je suis pas non plus pour la liberté totale, d'autant plus qu'il y a des bots et tout ça. Bon bref, il y a un gros problème à résoudre sur les réseaux sociaux. C'est un autre sujet, mais la solution poussée par l'UE, c'est juste contrôle administratif. C'est juste le nœud coulant de la bureaucratie qui se referme sur la démocratie. Et si vous comprenez l'anglais, allez voir cette vidéo. Si vous ne comprenez pas, je mettrai une petite vidéo résumée par Gemini, qui est très bien, qui redonne l'essentiel. Donc ça vous évitera les 1h03, il n'y en aura que pour 6 minutes. Mais voilà où on en est. Et pour moi, c'est important d'aborder la spiritualité aussi sous cet angle. Et pas juste sous l'angle « je médite, je me détache du monde ». Parce que ça, derrière, en fait, ça suppose une philosophie, une métaphysique qui est un peu, qui est un peu arbitraire. Hein. Donc, c'est des choses qu'il faut pouvoir discuter. Voilà. Donc, j'en parlerai petit à petit. Je mettrai tout ça sur le tapis. Les différentes approches de la spiritualité qu'on peut envisager. Mais voilà. Donc, pour moi, la gangrène bureaucratique ou le cancer bureaucratique devient un vrai problème dans les sociétés, dans nos sociétés actuellement. C'est un problème économique, c'est un problème politique, mais c'est aussi un problème spirituel. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça aide la chaîne. Vous pouvez devenir membre pour me soutenir pour 3 €. Et s'il y a des sujets comme ça qui vous paraissent pertinents, envoyez-les-moi. Dans l'objectif de développer
cette spiritualité 2.0 qui réconcilie science, spiritualité, société et santé, en l'occurrence.